Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce débat Faire croiser qui se propose de vous rappeler les bons réflexes, les bons comportements à adopter en tant qu'apprenant, en tant que parent et en tant qu'enseignant pour mieux aborder la rentrée scolaire et mieux réussir cette rentrée scolaire. Vous le savez depuis lundi déjà, depuis ce lundi 10, c'est la pré-rentrée sur tout le territoire national. C'est vous dire que la rentrée s'annonce et que la petite école va devoir ouvrir ses portes donc lundi qui vient. Mais maintenant, pour ce faire, comment se comporter, que prévoir? Et oui, ces différentes questions seront posées à Peggy Ludovic Dagba, vous le savez, inutile de vous le présenter. Il est le rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM. Et au-delà de ce titre, vous le savez, il est aussi père de famille. Il prépare aussi à sa manière cette rentrée scolaire, puisque les enfants vont devoir démarrer la nouvelle année scolaire lundi qui vient. Comment l'a-t-il fait, lui, chez lui? Il nous le dira, oui. Et ce même exercice, notre cher ami Gambo le fait, il l'avait fait, et le fait encore, et le fera. Il nous le dira aussi. Bonjour, cher ami. Bonjour, cher ami. Et je rappelle que vous êtes le directeur de publication de la Flamme du Golfe. Exactement. Oui, mais au-delà de ce rôle, vous aurez à partager avec nous votre expérience dans ce domaine de préparation de la rentrée scolaire. Oui, c'est aussi cela, un exercice spécial et atypique. C'est par vous que je démarre d'abord. Alors, à une telle date de la rentrée, comment vous comportez-vous en tant que parent? Bon, en tant que parent, je peux dire que c'est difficile de préparer la rentrée qui s'annonce déjà dès le lundi prochain. Parce que en tant que parent, j'avoue que je n'ai pas encore réuni les fournitures, toutes les fournitures pour les enfants, alors qu'il faut les fournitures scolaires. Et c'est lundi. Et c'est le lundi. Alors que le lundi, selon le communiqué ou bien la programmation du gouvernement, c'est que les enseignants doivent résolument commencer le travail avec les enfants. Donc, à la date d'aujourd'hui, en tant que parent, je n'ai pas encore réuni toutes les fournitures pour les enfants pour qu'ils abordent déjà cette rentrée à partir du lundi prochain. Donc, voilà. C'est vous dire qu'il vous reste des courses à faire. Il me reste certainement des courses à faire et ce qui est sûr, le lundi seront... Vous n'êtes sûrement pas le seul dans le cas. Je ne suis pas seulement le seul dans le cas. Il y a peut-être de parents qui sont à la tête comme moi. Aussi votre avis ou... Justement. Donc, mais tout qu'on fait, cette situation, c'est-à-dire qui fait qu'on n'a pas encore fourni, en tout cas apprêté toutes les fournitures aux enfants, ne va pas quand même entacher la rentrée qui s'annonce pour le lundi. Je pense bien. Oui. Peggy Ludovic Dagba, votre vis-à-vis n'est pas tout à fait prêt encore. Disons, à peine 72 heures de la rentrée. Je crois qu'il a dit, il n'est pas seul dans le cas. Et quand vous entrez dans la plupart des demeures ici au Bénin, je crois que la situation est pratiquement identique. Hier encore, entre collègues, entre amis, on en discutait, en tout cas dans l'enceinte du groupe de presse et télévision, où certains disaient même, mais quand même ce n'est pas d'aujourd'hui que vous savez que la rentrée aura lieu. C'est là ce qui est quand même... lundi prochain. Ce qui est difficile à comprendre. C'est cela. Nous l'avons su depuis plusieurs mois. Tout à fait, même depuis plus d'1 an, parce que le calendrier scolaire a été publié et tout le monde sait à quoi s'en tenir. Ne serait-ce que par rapport à la date de la rentrée scolaire de l'année scolaire 2018-2019. Non, on se surprend tout simplement à ne pas être prêt, tout simplement parce que la situation économique est morose. Et vous travaillez, vous gagnez de l'argent, vous avez votre salaire à la fin du mois, c'est vrai, mais vous avez des contingences à gérer au jour le jour. Le quotidien aujourd'hui n'est plus ce qu'il était il y a des années en arrière. Il faudra aujourd'hui réfléchir par 2 fois avant de dépenser le moindre franc. Par rapport à cela, je crois que la situation est quand même un peu difficile pour le parent ordinaire, pour le parent moyen, pour monsieur, madame, tout le monde,
pas pour les privilégiés. Ceux qui ce que j'appelle privilégiés, c'est quand même ceux qui sont peut-être particulièrement aidés par le sort, où ils se retrouvent à des endroits ou à des positions où par jour c'est des rentes financières. Donc ceux-là peuvent quand même se frotter les mains de ne pas avoir ces problèmes. Mais pour le Béninois lambda, pour le Béninois moyen, je crois que c'est des problèmes qui se posent et c'est l'un des problèmes que les dirigeants devraient pouvoir prendre en considération parce que voilà, qu'on prend toutes les précautions qu'il faut pour annoncer, comme cela se doit, la date de la rentrée depuis plusieurs mois, mais on continue toujours de noter de ces genres de problèmes et ne vous en faites pas, ça. Nous, on peut même dire que nous sommes des privilégiés parce que nous, au moins, nous pouvons compter sur quelque chose pour pouvoir le faire. Et ceux-là qui n'ont rien du tout à espérer, mais qui ont des enfants qui doivent aller à l'école. Vous voyez un peu la situation, oui. elle est quand même assez difficile et cela se met sous la coupe du coût de vie aujourd'hui. Et comment on pourrait amener vraiment les uns et les autres à ne serait-ce que pouvoir s'organiser, à ne pas gérer incidemment ces situations, mais à les prévoir de longue date, à faire en sorte que chacun puisse quand même mettre quelque chose de côté, ne serait-ce que pour la rentrée, comme cela se passe ailleurs, pour les vacances. Au Bénin, on n'a pas les vacances, par exemple. On n'a pas l'habitude de préparer les vacances. Ce que je veux dire, il y a des gens qui prennent des congés, mais les congés se préparent sur toute l'année. On planifie, on sait ce qu'il faut mettre de côté, on sait ce qu'il faut faire, par-ci, par-là, pour quand même pouvoir organiser ces choses-là. Donc c'est important et il faudra commencer vraiment à faire les choses dans les normes. Et ça encore, c'est au niveau de chacun. Alors, mais Peggy, nous le savons, vous l'avez dit, le puriste dira peut-être que les parents de votre trempe, de votre catégorie, sont plus ou moins, je dirais, imprudents ou n'ont pas été prévoyants. Parce que déjà, à l'entame des vacances, on aurait pu peut-être acheter les fournitures. Parce que vous savez, il y a différents registres, il y a différents chapitres qui attendent les parents. Il y a la fourniture, il y a la scolarité, il y a le quotidien de l'enfant tout au long de cette année scolaire. Oui, ça c'est quand on veut rester, comment dirais-je, basique. On veut rester platonique, on veut rester conforme aux usages du monde moderne. On peut dire ça. Mais quand vous interrogez le quotidien, vous dites, on aurait pu acheter déjà les fournitures à l'entrée des vacances. Mais que savez-vous des charges du monsieur au quotidien? Les charges incidentes, parce que vous êtes là, et ce à quoi vous ne vous attendez pas vous tombe dessus. Vous devez réagir. Les impondérables. Et vous voyez un peu les moyens qui sont, comment dire, ceux de ces gens de parents. J'ai parlé du Béninois moyen. Combien il gagne comme salaire aujourd'hui? Je ne parle pas de mon cas, je ne parle pas du cas de Zachary non plus. Mais à partir de là, il faut réfléchir. C'est vrai qu'il faut s'organiser. Malgré l'organisation, voilà la situation qui arrive. Mais il y a les gains petits de la République. Ah oui. Il y a les gains petits de la République. Et c'est à ceux-là que moi je pense, quand je parle, nous voyons un peu sur, comment dire, sur les écrans, sur les radios, les banques qui font, par exemple, les propositions de prêts scolaires où vous pouvez aller prêter de l'argent pour pouvoir, comment dirais-je, faire face aux charges de la rentrée scolaire. C'est une bonne chose. Mais combien de personnes vont y souscrire? Le taux de bancarisation, c'est à quel niveau ici au Bénin? Encore que cela existe des conditions précises. Mais c'est ceux qui ont d'abord un compte chez eux. Il ne faut pas le vouloir pour y un aller. compte capable de faire face au prêt. Maintenant, parce que eux, ils doivent garantir leur prêt. Quel que soit alpha, ils doivent rentrer dans leur fonds. Et compte tenu de ce que vous recevez, peut-être de manière mensuelle, vous allez souscrire à quelques prêts que ce soit. Donc, c'est des choses qu'il faut organiser et on va appeler beaucoup plus, peut-être encore à une certaine éducation dans ce domaine-là. Parce que c'est pas clair. Vous voyez un peu, il y a des conditions aussi que les établissements offrent. Ce n'est pas la totalité de la rentrée qu'on paye, par exemple, pour la scolarité. Il y a des tranches. Donc, c'est des choses qui accompagnent. Mais le gros, c'est encore le coût relativement bas, ou je vais dire le niveau relativement bas des revenus
en tout cas du citoyen lambda, du citoyen moyen, pour pouvoir faire face à ces choses. C'est ce que je peux dire. Ah oui. Zachary Gambo, Peggy Ludovic Dagba l'a dit aussi clairement, le coût de la vie et le niveau de vie aussi, et les réalités qui sont les nôtres actuellement. Je me refuse d'évoquer la rupture pour ne pas enclencher autre polémique. Alors, comment peut se comporter un parent pour y arriver, selon vous? Bon, le comportement d'un parent conscient de l'éducation de son enfant ou de ses enfants, c'est-à-dire de faire tout possible pour que les enfants aillent à l'école. Et envoyer les enfants à l'école, cela évoque la préparation de la rentrée à travers les fournitures, et suivre les enfants. Et puis, qu'est-ce que je dis, il faut suivre les enfants d'une manière à ce que les enfants ne soient pas quand même ceux-là qui vont seulement à l'école, qui quittent l'école pour d'autres choses. Maintenant, je vais peut-être revenir un peu en arrière pour, ce n'est pas toujours parler de la situation morose, mais il y a certaines fournitures qu'il faut nécessairement attendre l'école, puisque la pré-rentrée a déjà démarré, mais ce n'est pas toutes les écoles qui ont déjà ouvert leurs portes pour la rentrée. Il y a des parents qui peut-être y vont pour prendre la liste des fournitures des enfants, mais qui n'arrivent pas à trouver le directeur ou bien la directrice ou bien un enseignant pour pouvoir apprêter les fournitures à ces enfants-là. Donc, c'est nécessairement le lundi prochain que les parents, certains parents, vont se présenter dans les écoles pour quand même avoir la liste des fournitures et commencer par apprêter timidement ces fournitures-là. Donc, le bon comportement qu'un parent doit avoir, c'est d'abord apprêter les fournitures pour les enfants et les suivre. Et je pense que si ces deux comportements sont unis, l'école, c'est-à-dire le parent a déjà quand même fini de faire ce qui le concerne et le reste appartiendra à l'enfant et aux enseignants. Très bien. Peggy Ludovic Dagba, il n'y a pas que les parents qui préparent la rentrée, il y a aussi les boutchous, il y a aussi les apprenants. Vous ne me direz pas le contraire. Tout à fait. Louis dit d'abord, il y a les enseignants, ces enseignants qui, pour la plupart, jouent le plus grand rôle. Oui. Parce que c'est quand même eux qui tiennent les enfants, près de 8 heures, je crois, si je ne m'abuse, par jour. Oui. Et c'est eux qui donnent les enseignements, c'est à eux que revient la charge de l'éducation, en définitive, des enfants. Donc, pour vraiment bien s'occuper de leur travail, et là, je ne parle pas en tant que spécialiste du domaine, il y a les spécialistes des questions de l'éducation qui sont très bien nichés chez eux, dans leur bureau ou ailleurs, en train de nous suivre. C'est juste ce que nous pensons que un enseignant puisse faire, c'est quand même de pouvoir bien préparer ses fiches. Et vous me permettrez d'ouvrir cette petite parenthèse pour dire à nos chers enseignants, ceux-là à qui nous devons le maximum de respect, parce que si vous et moi sommes assis sur ce plateau en train de discuter, c'est quand même d'abord eux. C'est grâce à eux, c'est eux qui nous ont fait, et j'en profite pour rendre hommage à tous ceux par qui je suis passé pour être là aujourd'hui, du bas jusqu'au haut niveau, je veux parler de l'université. Donc, c'est des gens qui doivent quand même éviter ce que nous avons commencé à entendre depuis quelques années, où c'est les mêmes cours qui sont dispensés chaque année, tout simplement parce que c'est contenu dans des cahiers ou dans des fiches qui sont soigneusement tenues, jalousement tenues, et chaque année, on va juste les chercher pour venir les débiter. Je pense, je leur demande vraiment très humblement de pouvoir les rafraîchir, de pouvoir les actualiser, de pouvoir vraiment remettre
au goût du jour et changer, pourquoi pas, certaines choses dedans. Parce que, j'ai ouï dire que l'enseignement, c'est de la passion, un peu comme chez nous, dans le journalisme. Je le dis à certains, si le journalisme ne m'avait pas pris, c'est sûr que l'enseignement aurait fait de moi ce que je suis, certainement. Alors donc, c'est de la passion, cette affaire. Et j'aimerais vraiment que ça soit épousé. Ça soit vraiment, comment dirais-je, ingurgité pour pouvoir donner comme cela se doit, afin que, comme nous autres, nous adulions nos enseignants, cela puisse continuer. Parce que lorsque vous avez un enseignant qui vraiment vous marque pendant que vous étiez sur les bancs, vous avez envie de faire comme lui, et vous avez envie partout où vous passez de laisser ces marques-là parce que vous êtes heureux d'avoir obtenu cela. Donc je prierai vraiment nos chers enseignants qui, aujourd'hui, c'est vrai, les questions de la vie mondaine, de la vie moderne et de la vie d'aujourd'hui ne permettent plus de compter sur une seule source de revenus. Ils sont donc démangés par plusieurs sources. Alors, on sacrifie la vie des enfants. Pour certains, heureusement que ce n'est pas eux tous. Donc, j'appelle leur attention là-dessus, la nécessité de remettre au goût du jour leurs cours, leurs enseignements. Et cela passe par aussi, comment dirais-je, un cadrage que les directeurs, le corps dirigeant, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, en tout cas ceux qui sont amenés à diriger les établissements et autres centres du savoir, devraient avoir un œil sur la préparation, sur ce qui doit être enseigné aux enfants pour leur permettre vraiment d'être dans les normes afin qu'on ne puisse plus continuer par voir ce à quoi nous assistons. Moi, je me souviens, quand j'étais dans les basses classes, vous ne pouvez pas venir en classe avec des cahiers cornés. Ça, je le dis parce que je suis choqué par le fait. Je vois un peu la situation avec mes propres enfants qui viennent à la maison, tu leur demandes leur cahier, mais le cahier est chiffonné. Et c'est dans ce cahier-là pourtant qu'on écrit. Un cahier avec lequel vous avez démarré l'année, 2 ou 3 mois après, n'est plus du tout présentable. Vous avez des feuilles qui sont cornées et tout, qui sont pliées, froissées. Et pourtant, il y a des enseignants qui sont dans la classe et c'est eux qui débitent ces cours-là pour que les enfants puissent les recopier. Avant, en notre temps, vous ne pouviez pas suivre ce cours-là. On vous renvoie de la salle, vous allez changer le cahier et vous reprenez toutes les leçons dedans, de telle sorte que c'est un autre. Pourquoi aujourd'hui, ce n'est plus le cas? Pourquoi l'enseignant en classe n'a plus ce temps-là de veiller sur ces choses-là? C'est aussi le rôle, quand même, je crois, de l'éducateur, d'apprendre à l'enfant de tenir son cahier. C'est vrai, les parents que nous sommes, nous ne devons pas du tout démissionner. C'est également notre rôle de veiller sur ça. Mais combien de fois nous arrivons vraiment à avoir un œil là-dessus? Mais le premier d'abord, je crois que c'est l'enseignant, c'est la classe. On devait pouvoir leur donner, en tout cas, ces notions-là. Et je note de plus en plus que ça disparaît. C'est vrai. Et là, c'est le moment d'attirer l'attention de nos amis là-dessus pour qu'on puisse vraiment corriger le tir. Je ne sais pas dans les autres écoles, mais pour la plupart que je parcours, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. C'est cela. Zachary Gambo, Oui. les fondamentaux, les réflexes à avoir en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant. Peggy vient d'en rappeler quelques-uns. Bon, les enseignants, pour ma part, je pense que ils font, ça dit, des efforts. Ils font vraiment des efforts pour quand même, au cours d'une année scolaire, et atteindre l'objectif ici par le gouvernement. Ça dit quoi? Déjà, la rentrée qui va commencer le lundi prochain, les enseignants sont déjà préparés psychologiquement. Il y a la préparation psychologique. Et dans cette préparation, c'est que l'enseignant se dit que déjà à partir du lundi, il prend sa classe en main et il commence par exécuter, donner des cours. C'est déjà une préparation psychologique. Maintenant, derrière cette préparation, nous avons d'autres préparations. Les enseignants ont d'autres préparations. C'est-à-dire la préparation matérielle, ce qui conduit à la préparation des fiches. Quand on parle de préparation matérielle, c'est-à-dire apprêter
tout le matériel qu'il faut pour pouvoir exécuter ou dérouler une séquence de classe normalement. Puisque aujourd'hui, nous sommes à l'aune des programmes en vigueur, c'est-à-dire des nouveaux programmes. Et les nouveaux programmes nécessitent des matériels didactiques et d'autres matériels qu'il faut nécessairement avoir. Donc, le temps de vacances, le peu de temps de vacances permet à l'enseignant de se préparer sur ces différents aspects. Maintenant, en classe, c'est vrai, un enseignant qui va en classe, qui est présent dans sa classe, ne peut rien faire, c'est-à-dire ne peut pas dire qu'il ne va rien faire de 8h à midi et de 15h à 17h. Et il ne peut pas venir dans la classe dormir. Donc, comprenez que un enseignant consciencieux qui va en classe doit forcément travailler. Peggy a mis un accent fort sur un aspect qui est bon, la négligence des enfants qui ont des cahiers chiffonnés, des cahiers pliés, trucs là. Mais là, je dis que ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas forcément la faute aux enseignants. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de suivi des parents. Parce que le parent, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de parents qui ont ce suivi-là, parce que qui ont ce suivi sur les enfants. Oui, mais il n'est pas rare aussi de constater des enseignants en griffes bien brouillons qui viennent au cours en haillons. Justement. Donc, c'est pour dire vrai, que... C'est rare, mais on en constate. On constate quelques-uns. On constate, mais pas surtout dans pour ceux qui font de la corporation un tremplin, qui sont venus comme un intrus. Bon, c'est vrai, il y a des brebis de ces brebis galeuses dans la corporation, mais la majorité est vraiment consciente du travail qu'ils abattent, qu'ils sont venus faire dans l'école. Donc, cet aspect évoqué par mon confrère ici évoque une responsabilité partagée, c'est-à-dire entre l'enseignant et entre les parents et les enseignants. Parce que c'est d'abord le parent qui doit dire, bon, à chaque soir, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Donne-moi ton cahier. C'est vrai, tous les parents ne connaissent pas papier, comme on le dit vulgairement, donc ne sont pas lettrés. Donc, si un enfant a son cahier chiffonné et plié en désordre, ça revient d'abord aux parents de veiller à cela. Maintenant, un enseignant à l'école, lorsqu'il voit le cahier dans ce état, il est obligé d'interpeller le parent. Il interpelle le parent pour dire, voilà le cahier de votre enfant. S'il ne le fait pas, c'est sa faute. Mais si les enseignants peuvent interpeller les parents sur un aspect donné, ils appellent les parents, mais les parents ne viennent pas. Et tu n'as pas le droit de renvoyer l'enfant pour ça. Parce que dans aucun texte, ce n'est écrit dans aucun texte qu'il faut renvoyer un enfant parce que son cahier est chiffonné. C'est vrai, il faut attirer l'attention des parents sur le fait, mais lorsque le parent ne vient pas, vous appelez le parent, il ne se présente pas. Vous l'appelez une première fois, une deuxième fois, il ne vient pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé de faire avec, parce que la loi ne vous permet pas de renvoyer. Lorsque vous renvoyez l'enfant, si peut-être pas mégal, quelque chose, une moto le renversait, ou bien une voiture, en ce moment, il était censé être en classe. Voilà, en ce moment, il était censé être en classe. Donc, par rapport au bon comportement des enseignants, je crois que les enseignants sont vraiment suffisamment conscients des tâches qu'ils abattent. Vous mettez là l'accent sur la relation parent-école, la relation apprenant. Enseignants et parents aussi. Enseignants, voilà. Donc, les trois acteurs doivent être en corrélation. En corrélation pour la bonne marche du système éducatif et pour la bonne marche de l'élève qui est envoyé en classe. Donc, ce n'est pas nécessairement les parents qui doivent faire ci, mais ce n'est pas aussi nécessairement les enseignants. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à diaboliser ou bien à victimiser les enseignants pour dire, bon, ils sont ci, ils font ça, ils font ci. Ce n'est pas le cas. Il faut aller, c'est-à-dire voir réellement. Il ne faudrait pas aussi les disculper sur toute l'année. Justement. Donc, il y a trop de choses qu'il faut quand même essayer de voir pour quand même ne pas dire de trucs là. Donc, voilà. Peggy Ludovic Dagba, puisque nous étions en train d'aborder la responsabilité ou les responsabilités des enseignants, et parlons aussi des établissements.
Oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a des deux ordres, les établissements publics comme privés. Et nous constatons, c'est pas certains comportements que je me garde de qualifier. Il y a, vous l'avez évoqué déjà à l'entame de votre prise de parole, des tranches qui sont exigées aux apprenants des cours privés. Des tranches, la première tranche, deuxième tranche, troisième tranche. Au-delà de ces tranches qui sont d'ordre normal, vous le savez, il y a de ces exigences d'ordre insipide ou à la limite qui relèvent presque de l'arnaque dans certains établissements privés. Je ne vous apprends rien. Il y a des TD qu'on exige par exemple aux apprenants de primaire, de CI. CI, on leur exige des TD, donc à l'heure de la sortie, on retient les apprenants pour 30 minutes à 1 heure. Et si vous, parents, vous ne souscrivez pas à ces TD pour votre enfant de CP ou C1, eh bien, vous le remarquerez plus tard dans sa note, sur sa note, et on vous fera comprendre que oui, c'est parce que vous n'avez pas accédé, vous n'avez pas inscrit l'enfant pour les TD que voilà, cela s'est fait remarquer sur ses notes. Je pense que ce sont des comportements aussi. Moi, en mon temps, au cours primaire, je n'ai pas pris part à un TD. Non, c'est cela. Loris Prédy, d'abord, vous mettez le doigt dans la plaie. Mon ami Zachary, qui, c'est tellement qu'on ne l'a pas dit, relève quand même quelque peu du corps enseignant, essaye quand même de tirer un peu le droit de leur côté. Je le comprends. Mais il faut quand même pouvoir être assez honnête pour reconnaître la situation aujourd'hui, que nos enseignants, à qui nous devons beaucoup, ne font plus vraiment ce à quoi on s'attend de leur part. Il faut vraiment qu'on se le dise. Avant, c'était un sacerdoce, l'enseignement. C'était un sacerdoce. On y vient, on n'y va pas pour gagner de l'argent. On y va parce que on a envie de donner le savoir. On a envie d'éduquer l'élève qu'on a avec soi, l'élève qu'on a sous sa responsabilité. Moi, je me souviens particulièrement de mon maître du CM2, Guinessi Sylvestre, à qui je rends hommage. Je crois quand même que la nature doit encore continuer par l'abriter. C'est quelqu'un qui, je vous assure, quittait même l'école, venait à la maison se rendre compte du comportement de l'élève qu'il a à la maison, pour voir si, quelque part, il n'est pas en train de jouer. C'est-à-dire, il n'est pas en train de jouer dans l'image qu'il lui présente en classe. Parce qu'il y en a qui, en classe, sont des anges. Merci. Mais qui, à la maison, excusez-moi, je ne veux pas... Qui même dans la cour de l'établissement, déjà tout montre autre chose. De bons petits démons. Mais je vous assure, je ne demande pas ça aujourd'hui, parce que les temps ont évolué. Mais l'essentiel sur lequel on doit s'entendre, on doit pouvoir l'avoir. C'est le savoir. C'est cela. Et c'est tout ce que je demande. L'enfant qui réunit les conditions, c'est-à-dire les conditions, édictées par l'établissement, devait pouvoir avoir droit au savoir. Les conditions édictées par l'État doit avoir le savoir auquel il a droit. C'est tout simplement ça. Mais si l'enseignant vient en classe, c'est bon, c'est ceux qui suivent. C'est à eux qu'il dispense son cours, il s'en va. Il y a un problème. Parce qu'on a parlé d'éducation. C'est un rôle d'éducateur. Ah oui. On n'est pas dans un rôle de prestation. Non, ça va au-delà. Ce que je donne, je dois m'assurer que l'enfant l'a compris, le possède et doit pouvoir le rendre. C'est ça en réalité. Mais aujourd'hui, on se contente simplement de le donner. La belle preuve, l'illustration, c'est ce que vous venez de dire. D'où vient cette affaire de TD? Dites-moi. Je ne sais pas. Pourquoi doit-on réserver 2 heures pour les cours normaux et de réserver 30 minutes à 1 heure, qui en réalité sont déterminants, sont plus importants que les 2 heures de cours qu'on a dispensés. Parce que là, on se réserve le droit de donner les éléments, de livrer les secrets, de livrer des exercices qu'on pense pouvoir ramener en composition. Oui, pour favoriser. Pour créer quand même ce distinguo entre ceux qui suivent les TD et ceux qui ne les suivent pas. Surtout. Ce n'est pas toujours le cas, je suis d'accord. Mais pour les cas que... Non, je vous assure, moi je suis parent d'élèves. Je suis parent d'élèves. Et je sais ce que nous vivons. Je ne peux pas citer de nom ici. Ah oui. Mais il y a des cas, je vous assure. Comment expliquez-vous ça? Que le même enseignant
est à charge une classe, mais trouve le moyen d'introduire un TD Oui. pour certains qui vont payer. Parce qu'en réalité, c'est là la situation. Si eux, ils acceptent de payer, oui, je fais un surplus. Oui. Et c'est dans ce surplus que réside en réalité, comment dirais-je, la dichotomie. Et c'est ça qui est mauvais par rapport à ce que nous disons. L'année dernière, je crois que... Et les enfants brillants sont ceux qui ont pris part au TD. Le gouvernement a pris une décision salutaire d'interdire les TD dans les établissements. C'est une décision salutaire. Vraiment. Tout le monde doit pouvoir avoir droit au même enseignement, aux mêmes attentions du professeur. Maintenant, si un parent note des déficits au niveau de son enfant, il peut prendre d'autres dispositions. Des répétiteurs, voilà, des animateurs de salons d'études. On devrait interdire cette affaire de TD. Bon, Et je crois que l'État doit revenir sur cette situation et, comment dire, réaffirmer cette décision pour qu'on ne puisse pas assister encore à des dérives dans le domaine. Moi qui suis ici, pendant les années, les années d'examen, les classes d'examen, je vais dire, on a ces genres de TD qui, Voilà. s'il vous plaît, aident énormément. Ça, je ne peux pas le mentir. Quand on en arrive à en imposer Mais quand on en arrive au CICP, à en faire, CE. c'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre. On en fait, comment dirais-je, quelque chose de particulier, quelque chose de discriminatoire, où seuls ceux qui y vont... Un fonds de commerce pour dans les arrondir les basses fins de classes, mois de l'enseignant. franchement, on n'en a pas besoin. Bon, en fait, je vais Oui. brièvement réagir sur la question de TD. C'est vrai, Pas en tant que défenseur des enseignants. Non, je ne suis pas en train de défendre les D'accord. enseignants. Et je ne suis pas en train c'est-à-dire d'apporter de l'eau aussi à ceux communiqués qui vivent seulement le public. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le privé. Le cas des privés. Oui. Le cas des privés qui prennent des contributions, c'est-à-dire des scolarités chez les parents. Mais en dehors de ces scolarités, Des le souscriptions en dehors de ces souscriptions, supplémentaires. les TD sont obligatoires Ouais. à leur niveau. Est-ce que vous voyez? Mais au public, on interdit les TD. Bon, en fait, comment les TD sont arrivés dans les écoles? D'abord, moi, si les TD sont arrivés dans les écoles, c'est-à-dire sont aujourd'hui d'actualité, c'est parce que le nouveau programme est tellement surchargé. Il faut reconnaître. Le nouveau programme, nous avons été tous à l'école qu'on appelait les anciens programmes. École nouvelle. École nouvelle. Ça n'a pas été, le programme l'emploi n'a pas été surchargé comme aujourd'hui. Donc, l'emploi étant tellement surchargé du fait que l'enseignant ne peut pas aborder tous les aspects pour permettre à un enfant de cerner le contour de la notion qu'il est en train d'aborder. Donc, vu cela, il est important de trouver un créneau, un temps, pour quand même permettre à l'enfant de revenir, de bien comprendre les notions. Je pense bien que c'est... trouver le moyen de le faire payer aux parents. Bon, le moyen de le faire payer aux parents, parce que ce n'est pas nécessairement... Bon, quand on dit aux parents de payer, c'est pour permettre à l'enseignant peut-être de se mettre à l'aise. Je me dis ça, hein. C'est pour se mettre à l'aise face à l'enfant pour bien développer, hein, c'est-à-dire la notion... Et le salaire qu'il perçoit. Bon, maintenant, non. Le privé aussi, le maître du privé, l'enseignant du privé aussi, a son salaire. Mais en dehors de son salaire, il a aussi les frais d'études qui sont plus chers que le public. Non. Je ne discute pas Voilà. le privé. Voilà, maintenant... C'est d'ailleurs d'abord dans le privé qu'il fait. Vous allez constater que au public, ceux qui s'inscrivent pour ces TD-là sont les parents qui n'ont vraiment pas les moyens de prendre un répétiteur pour les enfants à la maison. Alors qu'au privé, ceux qui envoient les enfants au privé, c'est des riches, c'est ceux-là qui ont les moyens et qui ont la possibilité de prendre encore des répétiteurs qu'ils paient cher. Pas forcément. Non, pas forcément les riches. Pas forcément. En tout cas, ils envoient, mais c'est ceux-là qui ont... C'est le système éducatif béninois, et je le dis vraiment de manière très grave, qui a favorisé l'émergence
cette idée. Justement, non, pas de cette idée. Des établissements privés, en fait. Parce que les parents n'ont plus confiance à avoir l'enseignement qu'il faut pour leurs enfants dans le public. Donc, ils se saignent, ils se serrent pour trouver les moyens afin de s'assurer de ce que leurs enfants iront effectivement à l'école durant toute l'année. Justement, je vais c'est tout. Ils n'inscrivent pas les enfants vous allez voir pour vous allez voir si l'école publique regagne ses lettres de noblesse, vous allez voir la ruée qu'il y aura. C'est le cas dans certains établissements publics. Il y a certains établissements publics très privilégiés. Oui, justement, mais il y a aussi de ces établissements privés qui ça dit, le travail n'est pas à la hauteur de ce que... C'est vrai, qui portent juste leur nom. Qui portent juste leur nom. C'est vrai. Il y en a, plein, à côté, en tout cas au Bénin. Qui sont des centres commerciaux. Voilà. D'abord, une école privée, c'est un centre commercial. Une école privée, c'est un centre commercial où, c'est-à-dire, le fondé qui a l'initiative de créer son école attend à la fin de l'année des dividendes. Pour pouvoir quand même s'épanouir. C'est ça. Alors que l'école publique, c'est pour l'État. Donc l'objectif premier ne devait pas être... L'objectif premier pour l'enseignement public ne devait pas être, c'est-à-dire ce que nous disons. Mais le privé, si par exemple je crée mon école, ce n'est pas pour m'appauvrir, c'est pour m'enrichir davantage. Donc pour ça, je pose des conditions qui me permettent quand même de rentabiliser. Et de rentabiliser chaque année. C'est ça. Et là, l'école perd son objectif premier. Mais c'est ça. Mais si l'État a accepté, c'est vrai qu'il y a de ces écoles privées qui travaillent au-delà de l'aspect pécunier qui leur revient chaque fin d'année ou des trucs là. Ils font du bon travail. Si vous promouvoir un établissement pour devenir riche comme toute autre entreprise ordinaire, alors là, l'école a cessé d'être un sanctuaire. Bon, justement, mais voyons un peu. Quand je ne vais pas citer des écoles au vu de faire de la publicité, mais quand nous prenons les grandes écoles privées qui font tous les ans au début de chaque rentrée des publicités, c'est des écoles qui ont commencé avec peut-être des TD. Je connais une école privée aujourd'hui qui a commencé par le système de TD. Ils louaient les établissements publics où ils faisaient les TD, mais aujourd'hui ils ont leur site et ils ont agrandi des sites. Ils ont des sites un peu partout. Et parlons justement des publicités, Peggy Ludovic Dagba. Les parents devront aussi commencer à comprendre aussi que les meilleurs établissements qui ont toujours fait leur preuve depuis des années n'ont pas besoin de faire de la publicité. Non, ça, ce n'est pas pour cribler. Ça, ce n'est pas pour cribler tel ou tel établissement. Les exemples sont légion. Il y a les écoles professionnelles de renom dans ce pays qui n'ont jamais fait de publicité. En tout cas, je n'en ai jamais suivi. Et qui ne se sont pas dédiés encore cette année. L'exemple, par exemple, c'est le collège Père-au-Pierre. Je n'ai pas suivi la publicité du collège Père-au-Pierre encore. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Vous avez plein d'écoles confessionnelles qui travaillent. Le premier, cette année, au BPC, c'est d'une école confessionnelle. Le premier, au bac, c'est d'une école confessionnelle aussi. Dont on n'a jamais suivi la publicité. À bon vin, point d'enseigne. Tout simplement. Et ça, il faut le dire aux parents. C'est les parents qui se laissent vraiment prendre à ce jeu-là. Très important. Et vous entendez 100%, 98%, mais alors que c'est peut-être... Et la nouvelle trouvaille maintenant, c'est sans l'autorisation des parents. Ouais. On fait la photo des enfants qu'on affiche maintenant. On les publie. On les publie, on les colle au mur des établissements sans l'autorisation, je vous dis, des parents. Au passage, moi, les écoles professionnelles, c'est des écoles qui travaillent. Et tout le monde reconnaît qu'ils travaillent. Donc, qu'elles travaillent, du moins, les écoles professionnelles. Confessionnelles, j'allais dire. Mais allez voir la scolarité. Je connais un enfant, de CE1, la scolarité, c'est pas moins de 100 000. C'est pas moins de 100 000. Il y a pire ailleurs où on n'a pas le résultat. Il n'y a pas, bon d'accord, on n'a pas ce résultat. Mais il faut aussi dire que les enseignants, le personnel enseignant est très à l'aise. Les conditions de vie et de travail de ces personnels ne sont pas à quand même minimiser. Ils entretiennent bien le personnel et ils sont aussi rigoureux. Quand tu es bien payé, tu es bien suivi, tu es bien encadré et tu dois donner le résultat. Mais au public, quand je prends l'enseignant de public, c'est vrai, nous n'allons pas... le salaire, qu'il est maltraité. Non, ce n'est pas qu'on va dire qu'il n'a pas le salaire, qu'il est maltraité. Mais les conditions ne sont pas réunies. D'abord, quand on parle de matériel didactique, parce qu'aujourd'hui, c'est
c'est l'enseignant, c'est-à-dire l'enseignement par compétence. C'est-à-dire l'enfant contribue à son apprentissage, à son éducation. Mais il faut des matériels pour permettre à l'enfant de comprendre réellement ce qu'on est en train de dire ou ce qu'on est en train de faire. Mais au public, souvent, il n'y a pas ces matériels-là. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, je disais à l'entame que... Je vous fais la confidence que les meilleurs cadres, les meilleurs intellectuels de ce pays sont issus des établissements publics. Dans le temps, c'est-à-dire, avant, il y avait l'ancien programme. L'ancien programme ne demandait pas assez de matériel. Mais aujourd'hui, il faut de matériel pour, nous appelons quelque chose, la concrétisation. L'enfant doit toucher à ce qui, c'est-à-dire, il doit toucher aux choses pour dire, mais bon, voilà, c'est ça là. C'est de l'abstrait au concret. De l'abstrait au concret. Donc, dans les écoles confessionnelles ou privées, dans certaines écoles confessionnelles ou privées, en tout cas, il y a le matériel, il y a la bonne condition, c'est-à-dire le matériel nécessaire. Donc, et le fait que, bon, c'est vrai, les écoles confessionnelles ne font pas de publicité. Là, je suis d'accord, mais ils entretiennent le personnel. Ces écoles ne trompent pas les parents. Ils ne trompent pas les parents. Ils ont le matériel qu'il faut, ils ont les enseignants qu'il faut, et ces enseignants-là, ils les entretiennent proprement. Pour ne pas parler du cas du public. C'est vrai, le salaire est là pour les enseignants du public, mais le salaire, bon, c'est un autre débat que nous allons quand même ouvrir après si on a encore le temps. C'est à croire que les enseignants de ces écoles confessionnelles sont payés au milliard. Quand on suit Zachary Gambo. Non, ce n'est pas le milliard, c'est pas le milliard, mais le minimum pour permettre à l'enseignant d'être à l'aise en classe. Non, quand vous dites les écoles confessionnelles font ce qu'il faut, ils sont totalement dans la cohérence. C'est ce qu'il faut. Vous n'allez pas créer une école pour qu'elle devienne, je ne sais pas, le marché. Non. Lorsqu'il y a des objectifs, vous vous fixez des objectifs. Et ils recrutent vous vous donnez les moyens pour atteindre ces objectifs et vous vous assurez de ce qui est fait pour atteindre les objectifs est fait. C'est aussi simple que ça. Ah oui. Et quand vous l'appliquez dans toutes les matières, c'est que vous avez le résultat. C'est cela. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui manque dans certaines écoles et dans l'école publique? C'est le contrôle. Et en cela, vous allez me permettre de dire merci quand même au gouvernement qui se soucie maintenant de la qualité des enseignants qui dispensent les cours. Ah oui. J'ai suivi beaucoup de commentaires autour de cette mesure que le gouvernement a prise de pouvoir contrôler le niveau des enseignants. Les évaluations des compétences intellectuelles et pédagogiques. Je vous assure, quand vous êtes dans un corps, vous devez vous assurer de ce que votre connaissance est actuelle et actualisée, que vous êtes compétent. Et c'est tout à fait normal que l'employeur cherche dans les à entreprises vérifier. ordinaires. Mais c'est aussi simple que ça. Ça s'appelle être soucieux de la performance de ceux que vous utilisez. C'est tout simplement ça. Donc ça doit pouvoir être de mise partout où on parle enseignement. Et c'est ce qui se passe dans les écoles confessionnelles. Il ne faut négliger aucun détail. Tout doit être pris en compte, mûrement, maîtrisé, et le résultat forcément doit suivre. C'est très important et c'est sur quoi nous allons appeler dans les autres écoles, parce qu'il y a aussi beaucoup de pareil dans certains établissements privés. Ce qu'ils recherchent, eux, c'est simplement le gain, les coûts. Oui. Vous êtes là, chaque fois, même vous donnez de l'argent, vous payez cette scolarité-là, ce taux-là. Mais on vous dit, il faut photocopier, Et tous les jours que Dieu fait, il y a toujours quelque chose que vous devez débourser de votre poche pour que l'enfant puisse aller en classe. Alors que vous avez déjà payé ce qu'il faut. J'arrive pas à comprendre. Parfois, au chapitre des frais d'inscription, de préinscription, parfois vous avez photocopie 2000 francs par mois. Et vous mettez le doigt sur un gros élément. Je ne comprends pas, moi, par exemple, à mon niveau, qu'on me parle de réinscription. Et tous les ans. J'aimerais bien qu'on puisse m'expliquer cela. L'inscription, la première fois je viens, on me dit de payer la place. Je suis d'accord, même si j'ai quelques problèmes encore, parce que je vais payer l'écolage. Je vais payer la scolarité. Mais on me demande d'inscrire mon enfant. Ça coûte quelque chose. Ok, tu payes. Mais l'enfant est là. Je n'ai pas manifesté le désir d'enlever l'enfant de là. Vous êtes assuré de cette place. Mais on me demande, l'année qui suit, toujours, de payer la réinscription, et après la réinscription maintenant, de payer la scolarité, qui chaque année monte. Je vous dis. J'arrive pas à comprendre. Et chaque fois, je demande, mais
Et c'est un fait Et commun. il faut préciser que à cette tous réinscription ces est un établissements-là. package. Cette réinscription est un package de petits frais. Comment? Et moi, j'interpelle l'État qu'on puisse quand même comprendre cette affaire. Franchement, parce que c'est encore un autre dispositif pour essorer les parents d'élèves. Arnaquer littéralement les parents. Quand on parle de l'État pour quand même mettre en place certaines dispositions, l'État ne peut pas quand même avoir la même main sur les écoles privées. Je ne pense pas. C'est vrai, il peut le faire, mais à mon avis, Non, l'État doit organiser ce secteur. Ah oui. Par exemple, on a interdit les TD dans les écoles publiques. Mais ce n'était pas élargi aux écoles privées. Voilà une mesure. Non. Cette mesure doit s'étendre à ce niveau-là. Cette mesure n'est pas allée vers le privé. Donc, c'est déjà une raison pour dire que l'État ne peut pas avoir une même mise. L'année dernière, je me rappelle que le gouvernement a interdit le port des uniformes là, par les écoles privées. Mais il y a un autre ministre qui a remis en cause. Non, c'est le même ministre. C'est le même ministre. Quelques jours seulement. Ce communiqué n'a eu que pour durer de vie 24 heures. Certainement, je n'ai pas les preuves, mais certainement que le ministre a eu des pressions et il a remis en cause. Il y a plein de choses qui se passent dans le privé. Comme je le disais tout à l'heure, elle dit qu'il y a certains privés, certaines écoles privées qui travaillent, mais d'autres font de la brodelle. Ouais, je peux citer mon cas. Au départ, mes enfants allaient dans une école privée. Chaque année, on paie la scolarité, ils passent en classe supérieure. Mais il a fallu une année, j'étais en difficulté, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je les ai conduits au public. On dit, bon, on va quand même faire un test pour voir si effectivement ils méritent ces classes-là. Quand on les a mis à l'examen, ils n'ont pas pu quand même donner le résultat. Donc, on les a rétrogradés d'une classe. Mais lorsqu'ils ont pris, le bon départ. Et ils sont toujours dans le public. C'est pour dire que le public dont nous parlons, qui est chaud là, n'est pas aussi ce que nous pensons. L'image que nous produisons du public n'est pas toujours, c'est-à-dire cette image-là. C'est ça. Donc, il y a les enseignants, c'est pourquoi je dis que les enseignants du public ont l'effort. Donc, il suffit que l'État les accompagne un tout petit peu par rapport aux formations, la nouvelle mesure. Ça va vous servir de mot de fin. Ah bon, déjà. Donc, c'est vrai, c'est louable, c'est appréciable, mais c'est la démarche que je trouve un peu chaud là. La démarche n'est pas aussi bien. Parce que quand on parle de formation des enseignants, il y a les corps de contrôle qui sont sur le terrain, dans les écoles. Pourquoi les CP sont là? Pourquoi nous avons des inspecteurs? Aujourd'hui, on les appelle chefs de région pédagogique. On en fait ce débat-là ici. On sait combien de zones, quelle est la zone que couvre un conseil pédagogique. On sait combien de fois un conseil pédagogique sillonne un établissement par an. Justement, mais il revient. Si c'est insuffisant, insignifiant, il faudrait que l'État recrute assez de conseils pédagogiques pour pouvoir toutes les zones pédagogiques. Est-ce que vous voyez? Donc, avec le recrutement massif, le recrutement en nombre des corps de contrôle, ça permettra de limiter un peu le dégât au niveau de certains enseignants. C'est vrai, on reconnaît aujourd'hui que certains enseignants du public n'ont pas le niveau. Quand ils écrivent au tableau, ils recopient les leçons, ils recopient avec faute. Je ne peux pas être un enseignant du public et mettre une leçon au tableau avec des fautes. Ça, jamais. Puisque c'est moi-même qui connais les mots que je suis. Pas seulement du public, un enseignant. Bon, d'accord. Mais je parle du public pour le moins. Donc, c'est vrai, il y a de ces enseignants qui conduisent des publics dans le corps. Donc, il faut voir le système, c'est-à-dire la méthode, quand même, d'aller à ces évaluations. Le gouvernement a compris qu'il faut quand même de la méthode dans la démarche. Merci, Zachary Gambo. Peggy Ludovic Dagba, pour finir. Non, pour finir, moi, j'appellerais simplement les acteurs de l'éducation au plan national à être plus regardants sur ce qui se fait, ce qui se dispense comme cours dans nos établissements. Beaucoup de choses sont faites, mais il reste encore beaucoup. Il faut resserrer les taux. Il faut revoir un peu le fonctionnement des corps de contrôle au niveau des établissements, tant publics que privés. Quand on dit que l'État ne peut pas
comment dirais-je, avoir la même mise sur les établissements privés. Ce n'est pas du tout l'objectif. Mais l'objectif ici, c'est être regardant sur ce qui s'y fait. Est-ce que ce qui s'y fait est en adéquation avec les normes qui sont édictées, qui sont totalement diffusées et tout le monde les connaît. Il faut vraiment que les taux puissent se resserrer à ce niveau, qu'on descende dans ces établissements privés pour voir ce qui s'y passe réellement. Quant au public, on ne peut pas dévoyer le public parce que autant que nous sommes le produit fini de l'enseignement public. Moi, j'ai fait les bancs, j'ai fait l'école publique jusqu'à terminer. J'ai fait l'Université nationale du Bénin avant l'Université d'Abomey-Calavi. Donc, je vous assure, il faut apporter les soins qu'il faut. Et rien à faire, cette école va produire encore ces cadres merveilleux que nous connaissons, que nous avons. Il suffit simplement d'apporter les moyens et surtout le droit de regard. C'est très important. Merci Peggy. Ludovic Dagba, c'était le débat fait croiser. Nous avons passé en revue au-delà des réflexes et comportements adoptés pour mieux réussir nos rentrées scolaires. Nous avons évoqué aussi quelques tares inhérents justement au comportement des enseignants, des établissements, surtout privés et sans oublier les établissements publics. Merci de nous avoir suivis, Zachary Gambo. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication, de la Flamme du Golfe. C'est vrai, on s'est permis aussi de sortir quelque peu de cette casquette. On vous a reçu en tant que parent, en tant qu'enseignant quelque peu. Peggy Peggy vous a fait cette indiscrétion. On n'a pas abordé le fait que le gouvernement, l'État doit avoir pour cette rentrée. Puisque c'est seulement ce jour que démarrent les négociations gouvernement-syndicat, on a tout le temps. On va y revenir déjà dès la semaine prochaine pour la suite de ces négociations. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba, pour la disponibilité. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM, la 102.3, la chaîne sœur de Eden Télévision.